Bonjour, bonjour à tous. Alors j'attends qu'on ait accepté au moins une petite poignée de personnes. Bonjour. Ne vous surprenez pas si vos micros sont coupés. On coupe caméra et micro pour éviter pour le moment d'avoir des interférences. Sinon, on entend les portables sonner, les bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous. Euh, Est-ce que tout le monde... Ah là là, il y a encore plein de gens en salle d'attente. Allez, le temps qu'on accepte tout le monde. Bonjour à tous, bonjour Julie, bon... Ah, je vois plein. Bonjour, bonjour Émilie, Alexandre. Bonjour. Alors, c'est ce que je disais, on recoupe tous les micros assez rapidement, juste pendant la première partie de l'interview. Je commence le temps de faire venir les quelques retardataires pour vous remercier d'être présents au rendez-vous aujourd'hui. Vous êtes nombreux en plus parce qu'on a ouvert un peu plus largement l'événement que d'ordinaire grâce au partenariat qu'on mène avec Harmonie Mutuelle. Je vais commencer en attendant que tout le monde arrive par vous donner les prochaines dates. Comme ça, on ne prend pas le train en cours quand on est en retard. Prochaine date, cette semaine, jeudi, le 24, on va travailler sur ce qui est sur les yeux en fait et sur la fatigue oculaire. Donc, si vous voulez vous inscrire, que ce soit pour vous ou pour vos équipes, n'hésitez pas. Le 29, on va aborder, toujours en partenariat d'ailleurs avec Harmonie Mutuelle, le sujet du télétravail dans la durée avec Patricia Wendling. Pour ceux qui la connaissent, c'est une grande influenceuse sur LinkedIn. Elle est DRH et elle s'intéresse beaucoup à ce qu'il se passe à l'heure actuelle en matière de télétravail. Et c'est hyper intéressant d'avoir son avis, tout simplement parce qu'elle a un benchmark, elle a un pouls de ce qu'il se passe actuellement. Ensuite, le 6 octobre, on va avec, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, si Christophe est là, avec Christophe Desproges, on va aborder la thématique du burn-out en entreprise et surtout le tabou côté homme. On n'en parle pas beaucoup et il travaille chez Microsoft et il nous évoquera ce sujet. Le 14, on a le docteur Philippe Rodet qui va intervenir. Il est médecin urgentiste et il va nous parler de tout ce qui est stress en entreprise et de la conséquence de la période qu'on vit sur nos petits organismes. Et ensuite, et je vais m'arrêter là parce que là, je vous ai fait juste le programme du mois d'octobre qui est déjà chargé, le 22, un sujet qui me tient particulièrement à cœur avec Élodie Crépel. On va évoquer tout ce qui est douance en entreprise et multipotentiel, zèbre et comment les RH justement s'emparent de tout ça. Allez, encore une petite minute pour faire venir les retardataires, ça fait que d'augmenter, je le vois. Je vois que Anne Ferrante, ou Anne Ferranté, je vous pose à chaque fois la question, vous êtes connectée, vous êtes, alors il ne faut pas que je me trompe, vous êtes directrice des partenariats côté Harmonie Mutuelle, centre Île-de-France et Hauts-de-France. Je vais essayer de vous donner la parole, je vous redemande la réactivation de votre micro, que vous puissiez peut-être, je vous prends peut-être au dépourvu, juste quand on a évoqué ensemble quel sujet était important à évoquer cette année, on a parlé beaucoup d'incertitudes. Alors peut-être je vous pose la question avant que tout le monde arrive. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui chez Harmonie Mutuelle, peut-être côté salarié, côté client, de la période aujourd'hui? Ah, je vous entends pas, Anne. Est-ce que vous pouvez vous... Bonjour. Ah, c'est bon, je vous entends. C'est parce que j'étais pas connectée. Bon, tout va bien. Voilà, super. Bon, Alors, Anne, est-ce que vous pouvez nous dire? Je vous entends pas, Anne. Je vous entends pas. Bon, sinon, je vous donnerai peut-être la parole après. Ça marchait. Bon, ça, je vous entends pas, c'est pas grave. On va donner la parole à Olivier Sibony. Je vous redonne la parole peut-être après, comme ça vous nous évoquerez tout ce qu'il se passe côté, voilà, tout ce que vous ressentez aujourd'hui de la situation d'incertitude en ce moment. Alison, tu me confirmes que c'est pas de notre côté? Il n'y a pas que moi qui ne l'entends pas. je ne l'entends pas non plus.
Ah, ça marche, merci Anne, il y a une autre Anne qui m'a répondu. Ok, on voit ça peut-être juste après. En attendant quelques règles, donc voilà, on va couper aussi les caméras le temps qu'Olivier se connecte. On va couper les caméras, on va couper les micros. Je vais lui poser peut-être quelques questions et on va commencer comme ça. Bonjour Olivier Siboni. Hop. Alors, on est en train de couper tous les micros, toutes les caméras. Je vous le réévoque comme à chaque fois. Vous avez un chat qui est sur le côté droit, évidemment, de Zoom. Pour ceux qui regardent le lien sur YouTube, sur le lien privé YouTube, vous pouvez poser vos questions directement. L'équipe va les relayer ici aussi. Bonjour Olivier. Bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous. Olivier, vous êtes professeur à HEC. Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes professeur en prise de décision et en stratégie. Vous avez accompagné pendant 25 ans les dirigeants des entreprises à prendre de bonnes décisions. Vous êtes l'auteur de ce livre dont j'ai parlé moult fois sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que vous parlez avec beaucoup de douceur d'un sujet qui m'angoisse. Bon, je suis ravi d'être avec vous également. Alors, je vais peut-être on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est un biais cognitif pour tous ceux qui ne savent pas? En fait, c'est très simple. Quand on doit prendre des décisions, quand on doit faire des choix, il arrive qu'on fasse des erreurs. C'est normal, l'erreur est humaine, il n'y a pas de quoi s'angoisser, comme vous dites, c'est tout à fait normal. Et parmi ces erreurs, il y en a certaines qui sont des erreurs récurrentes, c'est-à-dire qu'on va les commettre assez systématiquement. Je prends un exemple. Si vous devez faire un plan, par exemple, si moi je dois faire un plan sur combien de temps ça va me prendre d'écrire mon prochain livre, eh ben vous pouvez être à peu près sûr que mon plan va être trop optimiste. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que je me trompe, parce que tout le monde peut se tromper, c'est normal, mais ce qui est étonnant, c'est que je me trompe toujours dans le même sens, toujours dans le sens de sous-estimer le temps nécessaire, ça s'appelle le biais du planificateur, et que à peu près tout le monde, confronté au même problème, va faire la même erreur. Même quand on dit aux gens, mais tu sais, Olivier, la plupart des auteurs, en fait, sous-estiment le temps nécessaire pour écrire un livre. Donc, tu devrais prendre une marge de sécurité. Je dis, oui, bien sûr, je sais, mais j'ai déjà pris la marge de sécurité. Et en fait, on se trompe toujours dans le même sens. Alors, c'est un exemple très, très simple, mais c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, on va commettre des erreurs de direction prévisible. Ce n'est pas des erreurs aléatoires, c'est des erreurs dont la direction est prévisible et connue à l'avance. Et donc, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Voilà. Il n'y a vraiment pas de quoi s'angoisser, c'est pas grave. Non, mais après, on va en parler tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on arrive à amoindrir ces biais cognitifs. Alors là, on va essayer d'en parler. Vous évoquez celui de l'auteur. Alors évidemment, ça me parle. Vous pouvez nous en donner d'autres peut-être dans la vie quotidienne d'un manager? Bien sûr. Un exemple très frappant dans la vie des managers, c'est le biais de groupe. Le biais de groupe, enfin les biais de groupe, mais on va dire le biais de groupe pour faire simple, c'est tout ce qui va faire qu'un groupe va avoir tendance à converger sur une seule opinion, tout ce qui va faire qu'on va avoir tendance à être d'accord. Et alors, ça vous montre bien une chose qui est très importante, c'est que ça a des bons côtés, les biais. C'est bien d'être d'accord, de même que c'est bien d'être optimiste et de se dire je vais arriver à écrire ce livre en 6 mois, alors qu'en fait ça va prendre un an parce que je travaillerai plus dur pour le faire en 6 mois. Donc ça a beaucoup de bons côtés. On dit toujours les biais c'est horrible, il faut les éliminer, mais pas du tout. Les raccourcis qu'on prend et dont le résultat est qu'on a des biais quelquefois sont des raccourcis qui nous font gagner beaucoup de temps et qui nous rendent énormément de services. Donc on ne voudrait pas s'en débarrasser, même si on pouvait, de toute façon on ne peut pas, mais quelquefois il nous égare. Alors je reprends l'exemple du groupe. Le biais de groupe va faire que quand vous êtes dans un groupe, eh ben, les gens vont avoir tendance à avoir l'air d'être d'accord, même si quelquefois ils ne sont pas d'accord. Et souvent vous allez vous apercevoir quand vous êtes un manager que une fois que ça tourne mal, les gens vont vous dire « Oui, ça en fait, je me doutais que ça allait se passer comme ça. » Et vous allez leur dire « Mais pourquoi tu n'as rien dit ?»« Oui, mais parce que, chef, vous aviez l'air tellement sûr. Et puis tous les autres avaient l'air d'accord, donc je me suis dit qu'il n'y avait que moi qui avait des doutes. Et puis en fait, les autres autour de vous, ils avaient des doutes aussi. Mais simplement, le contexte a fait qu'ils ne les ont pas exprimés. Ça, c'est le biais de groupe. Il y en a des tas d'autres. En gros, 5 grandes familles, les biais d'action dont j'ai parlé, donc par exemple le biais du planificateur, la tendance à être trop optimiste, justement l'optimisme. L'inverse, c'est-à-dire la tendance à ne pas être assez actif, ne pas suffisamment se bouger, croire que tout va aller bien, ce que j'appelle les biais d'inertie, les biais de groupe dont j'ai parlé, les biais d'intérêt qui sont très importants, qui sont la tendance qu'on a à croire les choses qui vont dans le sens de notre intérêt, non pas parce qu'on fait un calcul cynique et qu'on ment, mais parce qu'on croit sincèrement des choses qui se trouvent être dans notre intérêt.
Et enfin, peut-être la plus importante famille, qui sont les biais de modèle mental ou les biais de reconnaissance de situation, qui font qu'en fait, on croit toujours qu'on sait à quoi on a affaire. On croit toujours qu'on reconnaît une situation, même quand en fait elle est très différente des situations qu'on a déjà vécues. Et donc, on va avoir tendance à plaquer sur la réalité une grille de lecture qui est souvent trop simple ou inadéquate parce qu'elle ressemble à des choses qu'on connaît. Voilà en gros les grandes familles de biais. Alors, ça m'évoque évidemment la situation qu'on vit, parce que finalement, tous ces biais-là, on va les appliquer, j'imagine, naturellement à la période. Alors, si on est manager, si on est dirigeant d'entreprise, de quel biais on doit absolument se méfier dans les décisions qu'on va prendre à l'heure actuelle? De tous, et en fait, se méfier des biais ne sert pas à grand-chose, on en parlera, mais ce qui sert, c'est d'avoir des méthodes de décision qui permettent de prendre les bonnes décisions, même quand on a des biais. Donc, on y reviendra. Mais de quoi est-ce qu'il faut se méfier en particulier en ce moment? Bon, une chose qui me frappe dans le débat public et dans le débat sur les entreprises, c'est on est dans les biais de modèle mental, c'est la tendance à penser qu'on sait ce qui se passe. L'absence de doute. L'excès de confiance dans la compréhension de la situation. Alors cet excès de confiance, il se retrouve chez des gens qui sont très pessimistes et chez des gens qui sont très optimistes. Je ne dis pas que l'excès de confiance, c'est de tout voir en rose. L'excès de confiance, c'est d'être trop confiant dans le scénario qu'on a en tête, qu'il soit optimiste ou pessimiste. Et donc vous avez des gens qui vous disent c'est l'apocalypse, on est reparti comme en mars, il va y avoir 100 000 morts en France, et qui en sont absolument certains. Et vous avez des gens qui vous disent mais non, c'est bon, ce coup-ci, on a compris, il ne va rien se passer. Et d'ailleurs, on ne voit rien venir aux urgences. Et ils en sont absolument certains aussi. La seule conclusion raisonnable, franchement, c'est qu'on ne sait pas. Alors, une fois qu'on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut quand même faire des choses. Il faut prendre des paris. Il faut se prémunir contre des risques ou pas. En tout cas, il faut accepter qu'il y a des incertitudes et faire face à cette incertitude. Et je suis très frappé par le fait que beaucoup de gens raisonnent sur un seul scénario. C'est-à-dire se disent, en fait, je fais une prévision, je suis conscient que cette prévision peut être fausse, mais j'en fais qu'une seule. Et ensuite, je changerai si nécessaire, mais je raisonne comme s'il n'y avait qu'un seul avenir possible. On est malheureusement dans une situation où il y a beaucoup d'avenirs possibles, on ne peut pas savoir lequel. Et donc, si on n'est pas un peu dans le doute, si on n'est pas en train de faire des choses, si on n'est pas en train d'imaginer des scénarios différents et contradictoires, on est probablement en train de passer à côté de quelque chose d'important. Alors, ça me vient une question. Vous parliez tout à l'heure du biais de groupe, de faire un seul scénario. Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont peut-être moins sujettes au biais cognitif parce qu'elles ont plus confiance en elles, donc acceptent l'incertitude globale, acceptent d'être confrontées à des scénarios qu'ils n'avaient pas, que eux-mêmes ne croient pas d'ailleurs, parce que vous parliez tout à l'heure de cette croyance qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a un type de personnalité moins sujette ou pas? Alors, on est tous différents, on n'est pas tous sujets au même biais. En tout cas, on est tous sujets au même biais, mais pas dans les mêmes proportions. Par exemple, mon biais d'excès de confiance pour écrire un livre, peut-être que je n'ai pas le même biais d'excès de confiance s'il s'agit de grimper un mur d'escalade et qu'au contraire, je vais sous-estimer mes capacités et peut-être que quelqu'un d'autre, lui, va se surestimer dans un certain domaine et pas dans un autre. Donc, on n'a pas les mêmes biais sur les mêmes sujets. C'est pour ça que si on travaille en équipe et si on se complète et qu'on se challenge et qu'on se corrige les uns les autres, on peut espérer surmonter une partie des difficultés que causent nos biais. Quant à savoir s'il y a des personnalités qui sont plus sujettes à certains biais qu'à d'autres, c'est un sujet compliqué, assez peu traité par la recherche, parce que la recherche sur les personnalités n'est pas très intéressée par ça, et la recherche sur les biais cognitifs n'est pas très intéressée par les personnalités. Donc, c'est des champs de recherche qui ne se parlent pas énormément. Ça commence un peu, il commence à y avoir des travaux sur les différences interpersonnelles dans les biais cognitifs. Mais en fait, pour vous donner un tout petit peu d'histoire intellectuelle, la raison pour laquelle ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est que ce qui caractérise justement le biais cognitif, c'est son universalité. Ce qui fait qu'il est intéressant et ce qui fait qu'il est nouveau dans l'histoire de la recherche, nouveau il y a 50 ans, enfin nouveau à l'échelle de l'histoire des idées, c'est que c'est une erreur dont on peut être à peu près sûr que statistiquement, la grande majorité des gens vont la connaître. Et ça, c'est nouveau. Que les gens aient des personnalités différentes, on le sait depuis longtemps. Que les gens, face à la même situation, prennent des choix différents, ce n'est pas une révélation. Le fait qu'ils aient tendance à faire à peu près tous la même erreur, ça c'est nouveau. Donc c'est seulement maintenant qu'on commence à se dire,
Bon, d'accord, mais dans quelle proportion est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu des différences de degrés? Donc, en fait, on ne sait pas grand-chose pour répondre à votre question. Bon, j'ai oublié de préciser que dans votre livre, d'ailleurs, et c'est ça qui est assez incroyable, vous documentez par de la recherche, en fait. Vous vous appuyez, c'est pas les 5 grands biais, c'est ce que la recherche nous en dit, et c'est un peu un état de l'art de la recherche sur le sujet. Et c'est en ça que enfin, moi, j'ai trouvé votre livre incroyable, et je vous l'ai déjà dit, je crois que ça se voit et ça C'est gentil. s'entend quand Mais j'en et parle. vous avez raison d'insister là-dessus parce que l'un des thèmes de ce livre que vous montriez tout à l'heure, c'est que les managers gagnent à adopter une démarche scientifique. Et que, en fait, le pragmatisme qu'on croit avoir quand on est un manager et qui part d'une bonne intention, qui consiste à se dire je fais avec les moyens du bord, nous fait souvent oublier qu'en fait, une méthode scientifique, c'est pas que du pragmatisme. Quand vous dites je prends un exemple bête, mais euh, j'ai ouvert la fenêtre et la bougie s'est éteinte, bah, c'est peut-être parce que ça a créé un courant d'air, mais ça n'a peut-être aucun rapport. Pour le savoir, il faut refaire l'expérience plusieurs fois, et ça commence à être le début d'une démarche scientifique. Donc, ce que les chercheurs en management, ça existe, apportent aux managers, c'est un éclairage un peu plus rigoureux sur des questions sur lesquelles on croit avoir une opinion et qu'on n'a pas toujours. Je, Ouais. je prêche pour ma paroisse d'anciens managers reconvertis dans la recherche, mais je pense que c'est important. J'en profite du coup, Mathieu Bisson demande qu'est-ce qui explique que cette notion devienne si populaire depuis environ 5 ans dans le grand public. Alors moi, je n'étais pas au fait, hein, donc ça, j'imagine qu'il y a des prismes, des biais algorithmiques évidemment qui fait qu'on a l'impression que c'est un sujet grand public. Et quel rapport entre le biais cognitif et l'inconscient? Est-ce que vous avez une petite réponse Alors, là-dessus? je vais commencer par la deuxième question. Le rapport entre le biais cognitif et l'inconscient, en fait, on me pose souvent la question du rapport entre le biais cognitif et tel ou tel autre cadre conceptuel en psychologie. Euh, c'est très compliqué parce que chacun a ses mots pour parler de choses différentes. La différence est une différence de démarche. C'est-à-dire que le biais cognitif est inconscient. D'une certaine manière, il a quelque chose à voir avec l'inconscient. Maintenant, la recherche en sciences cognitives ne cherche pas à relier une erreur donnée à, par exemple, une expérience passée dans l'enfance du sujet, n'adopte pas la même grille d'explication que l'explication freudienne qui parle d'inconscient. Ça ne veut pas dire que les modèles sont incompatibles, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas réconciliés, ils n'utilisent pas le même langage et ils sont donc difficiles à coller l'un à l'autre. Parce qu'on a d'un côté une démarche descriptive et éventuellement thérapeutique dans la psychanalyse, et on a d'autre part une démarche analytique et largement quantitative dans l'observation des décisions, des choix et des erreurs, qui en fait est plus proche par sa méthode de l'économie ou des sciences expérimentales que de la psychanalyse. Donc c'est pas des choses aussi différentes qu'il y paraît, mais en fait elles parlent pas le même langage. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il nous dira. Il nous dira. Quant à la question précédente, pourquoi est-ce qu'on en parle depuis 5 ans? J'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'on en parle que depuis 5 ans. Daniel Kahneman, en France, Daniel Kahneman, qui est le grand père fondateur de cette discipline avec Amos Tversky, a écrit son article fondateur sur le sujet des biais cognitifs en 1974. En psychologie cognitive, il était considéré déjà comme ayant fait avancer très considérablement les sciences dans les années 80-90. Il a eu le prix Nobel d'économie en 2002. Dans le monde anglo-saxon ou en Allemagne, le nom de Daniel Kahneman est connu comme le loup blanc. Je crois qu'il a dû vendre 10 millions de livres dans le monde. Le fait que la France ait mis en fait si longtemps à découvrir les sciences cognitives et les biais cognitifs est intéressant en soi. Donc, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on en parle depuis 5 ans, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé pendant si longtemps, la question qu'il faudrait poser. Et j'aime bien aussi au démarrage de votre livre, moi je me suis pris 2 claques parce que vous dites, on parle du management, souvent à un congrès de managers, vous avez tout un tas de sujets qui sont évoqués, l'anthropologie et autres sujets pour ouvrir, on va dire, la curiosité des managers, alors qu'à un congrès de cardiologues, vous faites intervenir des spécialistes de la cardiologie ou d'architectes, des architectes. Et c'est vrai qu'on a cette sensation probablement du management quand on l'accompagne
pas assez de se dire, c'est du bon sens en fait. Et quand j'ai commencé ma vie, je me suis dit, ok, ça va me plaire. Alors peut-être une question de fait fondamentale, comment est-ce qu'on peut contrer un biais cognitif? Déjà, parce que maintenant qu'on les connaît, enfin voilà, qu'on en connaît pas mal. Alors, oui, on en connaît beaucoup. Là, je vous ai donné des grandes familles, mais en fait, des biais proprement dit, il y en a des dizaines. Si vous allez sur Wikipédia, il y en a 200. Alors, ça devient une collection, ça devient un exercice, un sport de trouver son nouveau biais cognitif. Chaque trimestre, il y a un chercheur qui dit j'en ai trouvé un nouveau, et les autres chercheurs lui disent non, mais en fait, c'est qu'une application différente, une variante différente du même. Il y a toutes sortes de typologies. C'est en fait pas très important parce que le fait de les connaître ne nous aide pas du tout. Ça a l'air d'une mauvaise nouvelle, mais en fait, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, vous allez voir, Catherine. Le fait de les connaître ne nous aide pas du tout parce que ce n'est pas parce qu'on sait qu'on a un biais cognitif qu'on va pouvoir le surmonter. Je vous donne l'exemple du biais du planificateur, c'est le plus évident. Supposez que vous êtes responsable de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et alors, on vous dit, mais vous savez, il y a le biais du planificateur. Et d'ailleurs, on a regardé tous les projets, tous les grands projets, et en particulier tous les Jeux Olympiques, dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et alors, il se trouve qu'on a les données là-dessus. Il y a un chercheur d'Oxford qui a fait l'étude. 100% des Jeux Olympiques, dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes, ont dépassé leur budget. Et alors, vous, qui êtes responsable des Jeux Olympiques, vous allez me dire, oui, non, mais moi, j'ai fait mon budget. Je sais, j'ai prévu, j'ai pris des marges. Et puis d'ailleurs, mes Jeux Olympiques à moi sont différents des autres. Je les organise différemment parce qu'à chaque fois, c'est différent. C'est pas pareil. Moi, je vais recycler plus, je vais utiliser plus de choses existantes. Et puis, on est un pays différent, on a un équipement différent, on s'est mieux organisé, on l'a prévu plus longtemps à l'avance. Bref, on a plein de raisons de penser que l'erreur ne va pas s'appliquer à nous. Et bien sûr, elle va s'appliquer à nous aussi parce que ce qu'on oublie, c'est que tous les gens qui nous ont précédés n'étaient pas beaucoup plus bêtes que nous et qu'eux aussi étaient capables de se dire qu'ils allaient prendre des marges de sécurité, etc. Donc, le fait de savoir qu'on a un biais cognitif ne va pas nous aider, ne va pas systématiquement nous aider. Évidemment, il va nous aider un peu, mais il ne va pas systématiquement nous aider à le surmonter. Autre exemple très frappant, je reprends des exemples de management ici. Moi, mon domaine de recherche principal, c'est l'application de ces biais cognitifs à la décision stratégique. Et il y a des types de décisions stratégiques dans les entreprises sur lesquelles l'erreur stratégique n'est pas l'exception, c'est la règle. Si vous étudiez par exemple les acquisitions, le fait de surpayer une acquisition parce que vous allez surestimer les synergies, que vous allez sous-estimer les difficultés de mise en œuvre, que vous allez sous-estimer le choc culturel, bref, que vous allez être surconfiant sur votre capacité à réaliser l'acquisition, en fait, ça se produit pas dans 100% des cas, bien sûr, heureusement, sinon on aurait arrêté, mais dans une grande majorité des cas. Donc, les erreurs récurrentes sont bien le signe qu'on n'apprend pas, qu'on n'arrive pas, même quand on a lu des tas d'articles sur les biais et sur leur application à un problème particulier, en l'occurrence les acquisitions, on n'arrive pas à en tirer les leçons. La chose qu'on peut faire, en revanche, c'est se dire, si j'accepte que j'ai des biais, j'accepte que je ne suis pas parfait, il faut que j'accepte que mon rôle n'est pas de prendre la décision tout seul, mon rôle est de mettre en place une méthode pour prendre cette décision, où un certain nombre de gens en qui j'ai confiance vont contribuer à la décision pour qu'on arrive à la bonne décision. Ça s'appelle mettre en place une méthode de décision avec une forme de collégialité. Et ces deux choses, la méthode et le collectif, vont vous permettre de surmonter les biais des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que si on est en train de décider ensemble, Catherine, et que vous avez un très grand biais d'optimisme et moi un très grand biais de pessimisme, par exemple, on va se contrebalancer un peu. Et si on a une bonne méthode pour discuter ensemble, parce que si c'est juste pour dire non, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort et tu es toujours trop optimiste, non, c'est toi qui es toujours trop pessimiste, ça ne va pas aller loin. Si en revanche on a une bonne méthode pour analyser sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord, aller au fond des problèmes, aller chercher des faits, aller chercher des comparaisons, aller chercher des analyses et finir par prendre une décision qui est la moins mauvaise possible en ayant conscience que quelquefois on va se tromper quand même, on aura pris une décision un petit peu meilleure. Donc, le collectif pour que les biais des uns aient tendance à contrecarrer les biais des autres, parce qu'avec un peu de chance, on n'aura pas exactement les mêmes sur la même décision, la méthode pour mettre ensemble des points de vue différents et quand même arriver à en sortir quelque chose qui ne soit pas juste de la paralysie et du débat sans fin. Et comment, du coup, est-ce qu'on crée
un système de prise de décision collective? Parce que ça demande quand même une certaine confiance en soi, d'oser lever la main, alors qu'on… Voilà, moi je reviens à cette question peut-être fondamentale ça demande un système de transparence, d'écoute de l'un envers l'autre, mais aussi de confiance. Comment est-ce qu'on crée un bon système finalement de prise de décision? Vous parliez de personnalités qui n'ont pas la même, enfin de deux personnalités qui ne sont pas les mêmes. Comment on arrive à créer ça dans une entreprise? Alors, vous disiez, il faut beaucoup de courage pour lever la main quand on est dans un groupe. Vous avez tout à fait raison. Dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, imaginez la situation classique du tour de table, où vous avez une patronne ou un patron qui dit, ben voilà, on a entendu les avis des uns, enfin, on a entendu une proposition sur ce projet. Je pense que c'est une bonne idée. Bon, en général, on va signaler subtilement, peut-être un petit peu plus subtilement que je viens de le faire, mais tout le monde va bien comprendre dans quel sens le chef penche. Et il va dire, bah, faisons un tour de table. Et puis le premier dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée, chef, oui, c'est une très bonne idée. Le deuxième aussi. Et puis vous, Catherine, vous étiez la troisième. Et vous dites, en fait, moi je ne pensais pas que c'était une super idée. Mais non seulement le chef a l'air pour, mais là, sur les 6 qu'on est autour de la table, il y en a déjà 2 qui ont dit qu'ils étaient pour. Est-ce que c'est vraiment la colline sur laquelle j'ai envie d'aller me battre? Est-ce que ça vaut le coup que je perde du temps, de la crédibilité, peut-être des amis, à dire que non, au fond, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, vous allez avoir tendance, peut-être, à dire, ouais, si, finalement, ouais, oui, c'est une bonne idée, oui, c'est une bonne idée. En partie par accommodement, comme je viens de le décrire, mais aussi en partie pour une très bonne raison. C'est qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Une fois que vous avez entendu 3 de vos collègues que vous respectez, qui sont compétents, qui ont fait leur travail, qui ont lu la proposition, qui l'ont analysée, et qui disent « oui, c'est une bonne proposition », bah, quand même, vous devez en tenir compte. Et ça serait fou de ne pas en tenir compte. Donc, c'est aussi rationnel de votre part de vous dire « c'est pas par lâcheté que je me tais ou que je change d'avis, c'est par honnêteté intellectuelle, c'est parce que je me suis laissé convaincre par de bons arguments. » Par humilité? Par humilité, absolument. Et donc, tout ça va être la mécanique du groupthink. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce long exemple? Pour dire qu'en fait, si on veut que vous vous exprimiez, vous qui, dans mon tour de table imaginaire, êtes la troisième personne, et bien, tant que vous êtes la troisième personne à parler, ça ne marchera pas. Okay. On peut toujours espérer qu'on va vous faire une injection d'amphétamine qui vont vous donner un courage surhumain, mais enfin, on ne peut pas faire ça tous les jours. Donc, en fait, il faut faire en sorte que vous ne soyez pas la troisième personne à parler, mais que vous soyez la première. Ah oui, mais comment est-ce que tout le monde peut être le premier à parler? Ben, c'est très simple, on ne parle pas, on écrit. Donc, si avant de faire le tour de table, vous demandez à tout le monde d'écrire son point de vue, ou si vous avez un petit système où chacun prend son téléphone mobile et envoie son vote, et on voit sur l'écran que, bah tiens, on est 3 à être pour et 4 à être contre, c'est intéressant, il faut qu'on parle. C'est forcément en anonyme, du coup? Si vous voulez, non, ce n'est pas forcément anonyme, d'ailleurs ça ne va pas rester anonyme longtemps. Une fois que vous avez dit on est 3 pour et 4 contre, maintenant, on veut entendre l'avis des pour et l'avis des contre. Mais ceux qui étaient contre et qui ne savaient pas qu'ils étaient 4 ou qu'ils étaient 3, maintenant le savent. Et donc, ils ne vont pas hésiter à s'exprimer. Donc, l'idée de soit vous faites un petit vote qui, pour le coup, est anonyme, et ensuite, on s'exprime de manière non anonyme, soit vous avez simplement ce petit mécanisme qui consiste à demander à chacun d'écrire ce qu'il pense avant de le dire, parce que, je reprends votre situation de tout à l'heure où vous êtes la troisième à parler, il y en a 2 qui viennent de dire qu'ils sont pour le projet, vous étiez contre, et il y a une feuille de papier là écrite devant vous, que d'ailleurs votre voisin peut regarder par-dessus votre épaule, qui dit que vous êtes contre pour la raison suivante. Alors, vous pouvez encore changer d'avis, vous avez le droit, mais quand même, par rapport à votre image de vous-même, vous allez hésiter. Et donc, ça va vous engager à être un petit peu plus encline à donner votre opinion non modifiée par ceux qui vous ont précédé. Donc, je vous donne juste ces 2 petits exemples très simples. Ces 2 exemples parmi des dizaines qui sont dans les livres que vous montriez tout à l'heure, c'est des petites techniques, ce n'est pas des grands changements. Moi, on me dit souvent, ah oui, mais alors, pour surmonter les biais, pour que les gens arrivent à travailler ensemble, il faut une révolution culturelle dans l'entreprise. Oui, alors on peut dire ça comme ça, mais moi, je ne sais pas décréter une révolution culturelle. Chaque fois qu'on a décrété des révolutions culturelles, d'ailleurs, dans l'histoire, ça s'est généralement assez mal passé. Donc, faire changer les cultures d'un grand coup de baguette magique, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est vous suggérer d'avoir un petit machin pour voter, d'écrire votre avis sur un bout de papier, et ça, quand vous le faites, vous allez vous apercevoir que ça change les comportements, ça change les modes de débat,
Et en fait, c'est ça qui, au bout du compte, change la culture. Donc, Ouais. ce n'est pas qu'on va changer la culture pour changer les comportements, pour prendre de meilleures décisions, c'est qu'on va changer la manière dont on prend des décisions, ce qui va changer les comportements, et ce qui va, à terme, changer la culture tout en nous faisant prendre de meilleures décisions. C'est ça, construire de meilleures méthodes de décision. Ça passe par des petites choses qui ne sont pas compliquées, que chacun et chacune peut faire à son niveau dans son équipe, et qui progressivement changent la manière de fonctionner d'une organisation. Alors, c'est très intéressant parce que nous, on a pas mal de managers ou de leaders qui nous disent qu'ils cherchent à aller chercher la contradiction de leurs salariés parce que plus personne n'ose les opposer, en fait. Donc, ça pourrait et d'une le permettre. Par contre, j'en reviens du coup à une question, alors je m'éloigne peut-être du sujet, mais qui est peut-être plus fondamentale aussi. Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation qui nous a pas appris à, vous parliez tout à l'heure d'oser lever la main, et si on n'a pas envie de le faire aussi, j'ai presque envie de vous dire, pour prendre des bonnes décisions, il faut aussi que celui qui est en total enfin, dont les convictions sont presque orthogonales avec les prises de décision prises, ose lever la main en se disant, en ne lâchant, vous voyez, en ne lâchant pas les armes, en se disant de toute façon perdu pour perdu, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc est-ce que on en revient à une culture d'entreprise saine où on établisse un débat, et donc là c'est du débat, une façon de faire. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres? Comment, voilà. Oui, alors, je disais, on va changer la culture en changeant les comportements. Vous avez raison d'insister là-dessus parce qu'il faut aussi que les normes sociales, je ne dis pas la culture, mais les normes explicites de l'entreprise aient autorisé ce comportement-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise où on prêche et on pratique que le chef a toujours raison, eh ben, personne ne va dire au chef qu'il a tort. Les gens qui vous disent, et ils sont nombreux, ce que vous disiez tout à l'heure, je voudrais que mes collaborateurs s'expriment et me contredisent, mais ils ne me contredisent pas, en fait, devraient se demander pourquoi. Pourquoi? Alors, quelquefois, c'est parce que, il y a plusieurs cas de figure. Quelquefois, c'est parce que la demande n'est pas sincère. Et que, en fait, les gens disent, mais contredisez-moi, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit d'accord avec eux. Ça arrive en réalité assez souvent. Vous évoquez l'exemple de Carlos Ghosn dans votre livre, d'ailleurs, à ce sujet. Pas sur ce point-là en particulier, parce que je ne crois pas qu'il demandait la contradiction, ou même il oui, n'est même pas semblant de la demander. Mais effectivement, il y a des styles de management qui sont plus hiérarchiques, enfin plus top-down que d'autres. Je donnais l'exemple de Carlos Ghosn que je contrastais avec Carlos Tavares, qui dans une interview disait en fait, j'ai appris à me taire. J'ai forcé ma nature pour apprendre à me taire parce que je me suis aperçu qu'il n'y a que comme ça que les gens vont s'exprimer et que j'ai besoin que les gens s'expriment. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, je ne vais pas décider, ça ne veut pas dire que ça sera démocratique, ça ne veut pas dire qu'on va voter et que ça sera la majorité qui gagne. À la fin, c'est moi qui décide, mais je veux que les gens s'expriment. Et si je veux que les gens s'expriment, il faut que j'apprenne à me taire. Donc ça, c'est la deuxième partie de la réponse. Une partie de la raison pour laquelle les gens ne s'expriment pas et pour laquelle leur patronne ou leur patron dit « mais je ne comprends pas pourquoi ils ne s'expriment pas », c'est parce que la patronne ou le patron doit apprendre à être un sphinx, doit apprendre à ne pas télégraphier sa position avant que le débat s'engage. Parce qu'une fois que vous avez dit « moi je pense que ce produit, il faut le lancer », vous avez tout de suite élevé de 3 crans le niveau de conviction qu'il faut que quelqu'un ait pour vous dire le contraire. Ça peut arriver, mais ça demande tout de suite beaucoup plus de courage. Alors que si vous n'avez pas signaler dans quel sens vous allez, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a une autre chose que vous pouvez faire, qui est plus au niveau pour le coup, de la culture d'entreprise ou des normes sociales de l'entreprise, c'est que vous pouvez faire du débat une norme. Je cite quelques exemples d'entreprises qui font ça. Il y en a une que je connais bien, c'est McKinsey. Il y en a une autre qui est plus connue aussi, c'est Amazon, dont un des leadership principles, je crois qu'il y en a 14 principes qui s'appliquent à tout le monde, c'est have backbone, disagree and commit. Have backbone and disagree, ça veut dire quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu as l'obligation de le dire. C'est pas que vous disiez tout à l'heure si j'ai pas envie, mais c'est pas la question. Même si tu as pas envie, tu as l'obligation de dire que tu n'es pas d'accord. C'est ton rôle. Tu es payé pour ça et si tu le fais pas, c'est une faute. Ça renverse la perspective par rapport à en fait, on attend de moi que j'obéisse. Et si je suis en désaccord, je prends un risque personnel, qui est un petit peu le schéma que vous décriviez tout à l'heure. Donc, si on dit, tu prends un risque en ne signalant pas ton désaccord si tu n'es pas d'accord, parce que ce qu'on attend de toi, c'est que tu participes au débat,
eh ben, on a renversé un petit peu la perspective. Donc, quand les gens hésitent à s'exprimer, il y a des tas de manières de surmonter cette hésitation. Il faut en avoir vraiment envie. Il faut d'abord que le chef qui dit « mais je ne comprends pas, pourquoi je n'ai pas plus de débat ?» en soit sincèrement convaincu. Quand il en est sincèrement convaincu, en général, ça arrive parce que les gens sont intelligents, ils ont envie de s'exprimer, ils ont envie de bien faire, et ils préfèrent toujours avoir pu donner leur avis que ne pas avoir pu le donner. C'est vrai. Alors, j'ai Richard qui me redemande, est-ce que vous pouvez nous redonner les 5 grandes typologies avec à chaque fois un exemple, en fait? Absolument. Alors, on va commencer par le… est-ce que je peux même vous montrer une slide? Vous croyez que… si vous voulez partager votre écran. Il faudrait que je la trouve. Non, mais ça va faire un petit peu long pour la trouver. Non, d'abord, les biais de modèle mental, c'est-à-dire les biais où on va croire qu'on reconnaît ce qu'on connaît. Je vous donne un exemple. Vous êtes le 15 février 2020. Vous voyez une maladie bizarre arriver. Vous êtes en France et vous dites « oui, ça ressemble à une grippe ». Et si vous êtes à Hong Kong, vous dites « oui, ça ressemble au SARS ». Ben, vous avez des modèles mentaux différents qui vous vont conduire à traiter la situation d'une manière complètement différente. À tort ou à raison. En l'occurrence, nous, ça nous a conduit à la sous-estimer, eux peut-être à l'estimer de manière à peu près juste, mais ils auraient pu la surestimer et nous l'estimer de manière juste si elle avait été moins sévère. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on a toujours raison d'avoir une grille de lecture plutôt qu'une autre, c'est que notre expérience nous fait lire la situation d'une manière différente. Ça, c'est les biais de modèle mental. Les biais d'action, c'est ceux qui vont nous pousser à être trop optimistes, comme par exemple, je vous parlais du biais du planificateur, on sous-estime le temps nécessaire à faire quelque chose, ou on est trop confiant sur la précision de nos estimations. La troisième famille, ce sont les biais d'inertie, c'est ceux qui vont faire qu'on a tendance à ne pas réagir assez face à une menace ou face à un choc ou face à un changement. Je prends un exemple, vous êtes une entreprise confrontée à un choc technologique, vous avez un concurrent qui arrive avec une nouvelle manière de faire ce que vous faites. Par exemple, vous êtes une compagnie aérienne il y a 15 ans qui voit arriver Ryanair et EasyJet. Et vous dites, c'est pas du tout la même chose que nous. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là ne volent pas dans les mêmes aéroports, ils n'ont pas les mêmes clientèles, ils n'arriveront jamais à servir la même clientèle que nous. Ils ne seront jamais une menace pour nous, les grandes compagnies aériennes. Ce qui était ce que disaient les compagnies aériennes. Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'était ce qu'elles disaient. Et c'est quelque chose qu'on voit systématiquement à chaque fois qu'une entreprise est confrontée à une disruption, comme on dit, c'est qu'elle va avoir tendance pendant assez longtemps à sous-estimer la capacité de ces disrupteurs à venir la taquiner sur son marché et que donc elle ne va pas bouger assez vite. C'est un biais d'inertie. Et enfin, vous avez deux familles qui ne sont pas à proprement parler cognitives, mais qui sont d'autres biais, les biais de groupe dont on a longuement parlé, et les biais d'intérêt qui sont la tendance à croire des choses qui nous arrangent. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est la tendance des gens qui sont dans une situation de conflit d'intérêts à jurer la main sur le cœur que ça n'influence pas leurs décisions. Et quand ils disent ça, ils sont parfaitement sincères. Il y a un exemple que je cite dans un de mes livres, qui est un juge américain à la Cour suprême, qui est mort il y a 1 an, pas Ruth Bader Ginsburg qui vient de mourir, mais Antonin Scalia, qui était d'ailleurs le meilleur ami de Ruth Bader Ginsburg, bien que du camp absolument opposé. Antonin Scalia était dans une situation de conflit d'intérêts patente, parce qu'il devait juger d'un cas, en l'occurrence du vice-président américain Dick Cheney, où c'était un bon ami à lui, il avait été chassé avec lui le week-end précédent, sur ses terres. Et on lui demande de juger le cas du président Dick Cheney. Et il répond, non seulement je ne me récuserai pas, mais franchement, je me sens insulté qu'on puisse penser qu'un juge à la Cour suprême est aussi facilement achetable. Et en fait, l'erreur ici consiste à penser qu'il est acheté. Bien sûr qu'il n'est pas acheté par le fait d'avoir été à la chasse avec Dick Cheney. Il n'est pas consciemment en train de se dire « il faut que je renvoie un ascenseur, il faut que je fasse une faveur, j'ai touché un pot de vin, il faut que je donne la contrepartie ». Ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est une influence inconsciente ou subconsciente qui fait, et on peut tout à fait le démontrer, que quand on est dans une situation de conflit d'intérêts, on va en fait ne pas juger de la même manière, donc on va être influencé par ça. Donc, je résume, biais de modèle mental, biais d'action, biais d'inertie, biais de groupe, biais d'intérêt, ça fait déjà beaucoup de manières de se tromper. Alors, j'aurais une question. Est-ce que finalement, les biais cognitifs, ils ne sont pas hyper pratiques?
C'est-à-dire? C'est-à-dire quand on donne une information, quand on sait la façon dont qu'on peut avoir de l'interpréter, une même data, quand on va, là je vais parler ne serait-ce que pendant la crise qu'on a eu du Covid, quand on compare deux données qui ne sont pas comparables. In fine, est-ce que vous voyez les gens l'utiliser à mauvais escient en se disant, bon, bah, on va comparer deux données pas comparables en fait. Et comment est-ce qu'on... Alors, oui, utiliser les biais des gens pour les manipuler, c'est-à-dire se servir de notre vulnérabilité au biais pour nous faire avaler des choses qu'on a envie d'avaler, c'est ce que tout le monde fait depuis la nuit des temps. Bien avant qu'on sache que ça s'appelait un biais cognitif, les escrocs se servaient de ces techniques-là. Quand Madoff vous disait mon fonds est fermé, il est réservé aux gens qui sont déjà dedans, je suis désolé, mais il n'y en a pas pour vous, il utilisait une technique qui joue sur un de vos biais dont je n'ai pas parlé, mais qui est l'aversion à la perte, qui est la peur de rater une opportunité, où du coup, quand il vous dit « Ah, finalement, il y a quelqu'un qui vient de libérer une place », vous sautez dessus. Et quand les réseaux sociaux vous enferment dans une bulle où il n'y a que des gens qui pensent comme vous et qui vous renforcent dans ce que vous pensez, vous êtes dans l'exploitation intentionnelle du biais de groupe. Donc tous ces biais sont utilisés de plein de manières par le marketing, par les réseaux sociaux, par la communication politique, par toutes sortes de gens qui ont des objectifs divers et variés, quelquefois sinistres et quelquefois légitimes, pour nous faire des choses qu'on arrive plus ou moins bien à faire. Et ça, pour le coup, c'est intéressant d'en être conscient. En attendant, si quelqu'un veut prendre la parole, alors là, je pense que tout le monde est pendu à vos paroles très littéralement. N'hésitez pas à lever la main ou à l'inscrire dans le chat. Alors moi, j'ai une petite question. Alors évidemment, nous, on a l'optimisme. Alors vraiment une question, du biais d'optimisme ou de pessimisme, lequel pourrait être le pire entre les deux? Alors, il n'y a pas à proprement parler de biais d'optimisme. Il y a plusieurs biais liés à l'excès de confiance. Et il y a un biais d'optimisme, mais il faut les distinguer. Il y a un biais dont j'ai parlé qui est le biais de surconfiance ou de surprécision, qui est le biais qui consiste à croire qu'on est capable de prévoir ou d'estimer avec plus de précision qu'on est capable de le faire. Je prends un exemple. Je crois que c'était le 17 mars, aux États-Unis, on demande à une quinzaine d'épidémiologistes parmi les plus éminents de faire une prévision du nombre de cas de Covid qui aura une quinzaine de jours plus tard. Pas un an plus tard, une quinzaine de jours plus tard. Et là, il se passe deux choses. D'abord, ils se trompent tous en sous-estimant considérablement le nombre de cas. Et ça, c'est un biais effectivement d'optimisme. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imaginer un scénario aussi noir que celui qui va effectivement se produire. Ils se trompent en moyenne d'un facteur 7. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils disent il y aura 20 000 cas alors qu'il y en aura 140 000. Et c'est une prévision à 12 jours, hein, donc ce n'est pas à très long terme. Et pourtant, ils se trompent de manière considérable en moyenne. Ça, c'est la première erreur. Mais la deuxième erreur qui en fait est plus intéressante, c'est que chacun des épidémiologistes donne une fourchette. Et on lui demande, ne nous dis pas un chiffre précis, donne-nous une fourchette, tu sois suffisamment sûr que c'est dans la fourchette. Et pratiquement tous, à une ou deux exceptions près, donnent une fourchette qui est tellement étroite qu'en fait, ils ratent le bon chiffre. Rien ne vous empêche de dire je pense qu'il y en aura 20 000, mais en fait, c'est entre 10 000 et 150 000 parce que, franchement, j'en sais rien. Et en fait, ce que vous dites, c'est je pense qu'il y en aura 20 000 et si vous me demandez une fourchette, je vais dire entre 18 000 et 22 000 parce que je suis très confiant dans ma capacité à faire une estimation. Donc, il y a l'optimisme proprement dit sur qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Il y a l'excès de confiance sur notre capacité à prévoir. Ensuite, il y a une troisième chose qui est une autre manifestation de ce qu'on appelle les biais d'action ou l'excès de confiance en général. C'est une forme de surconfiance qui consiste à se surestimer personnellement. Par exemple, si je vous demande, en tant que manager dans votre entreprise, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt meilleur ou plutôt moins bon que la moyenne des managers de votre entreprise ? 90% des gens vont répondre qu'ils sont meilleurs que la moyenne. Ce qui est évidemment une impossibilité statistique. On ne peut pas être 90% à être dans les meilleurs 50%. Et sur la plupart des questions, quand vous demandez aux gens s'ils conduisent mieux que la moyenne, s'ils sont de meilleurs amants ou de meilleures amantes que la moyenne, la plupart des gens se surestiment dans de très grandes proportions par rapport à la moyenne de la population. Et ça va conduire à l'erreur que je décrivais tout à l'heure, où je vous dis
la plupart des gens se sont trompés en sous-estimant le temps nécessaire pour faire ceci. Et vous dites, oui, mais je ne suis pas la plupart des gens, je suis meilleur que la moyenne. Donc, je ne vais pas tenir compte de cet effet-là. Donc, quand on parle des biais d'optimisme, on a au moins ces 3 effets-là, qui sont 3 formes d'excès de confiance un petit peu différentes. On pourrait même en ajouter une 4e, qui est une combinaison des précédentes, qui s'appelle l'illusion de contrôle, qui est la tendance à croire que les événements sont sous notre contrôle quand ils ne le sont pas. L'expérience classique de l'illusion de contrôle, c'est que je vous donne un petit dispositif avec un levier et une lampe, et vous allez actionner le levier, et quelquefois la lampe va s'allumer. En réalité, c'est complètement aléatoire. Mais si je vous demande à la fin, dans quelle proportion est-ce que vous pensez que votre actionnage du levier a déclenché la lampe, vous allez avoir tendance à penser qu'il y a un rapport. Vous allez penser que vous avez une action sur le monde alors que vous n'en avez pas. Donc, c'est toutes ces formes d'excès de confiance, quand elles se mettent ensemble, vont en fait être assez puissantes et expérimentalement beaucoup plus puissantes que le risque d'être pessimiste. Le risque d'être pessimiste, il existe dans certaines circonstances, sur certaines choses précises. Et en fait, ce qui est plus important que le risque d'être pessimiste proprement dit, c'est l'aversion au risque. C'est-à-dire, c'est la crainte de prendre des risques. Alors là, ça se complique un petit peu. Je rentre dans une chose un petit peu technique, mais la combinaison de ce que vous appelez le pessimisme, c'est-à-dire de l'aversion au risque, je ne le fais pas parce que je pense que ça ne va pas marcher, et de l'excès d'optimisme, c'est-à-dire je pense que ça va marcher, donc je le fais, alors qu'en fait, je devrais penser que ça ne va pas marcher, on pourrait penser que les deux se contrebalancent. On pourrait penser que les deux se corrigent et qu'on est à peu près juste. Mais en fait, ils ne se corrigent pas bien. Et ce qui va se passer, pour faire simple, c'est qu'on va avoir tendance à être trop pessimiste sur les petites choses et trop optimiste sur les grandes. Trop pessimiste sur les petites choses et trop optimiste sur les grandes. C'est-à-dire que dans une entreprise, par exemple, quand vous avez des petits projets, vous dites je veux investir 10 000 € sur un petit projet de recherche ou une petite initiative ou un petit développement, il faut que vous passiez toutes sortes de validations, de seuils, de tests, où au final on va vous demander mais est-ce que tu es sûr du retour sur investissement, et à la fin vous n'allez pas pouvoir le faire. Et vous allez vous dire, mais dans cette entreprise, on ne prend jamais le début d'un risque, franchement, on aurait pu me laisser tenter mon projet. En revanche, le jour où le PDG dit on va faire une fusion avec une boîte plus grosse que nous et on va dépenser 100 millions d'euros, et lui, il a le droit de prendre ce grand pari-là parce que là, pour le coup, l'excès de confiance l'emporte sur toutes les sauvegardes qui font qu'on est trop prudent et trop averse au risque. Donc, je vous parle là de la mécanique organisationnelle, mais il y a aussi une mécanique cognitive dont je vous passe les détails. Pour plusieurs raisons, on va avoir tendance à être, pour faire simple, trop pessimiste sur les petites choses, alors que si on faisait un portefeuille de petites choses, il y en aurait forcément qui marcheraient, donc on aurait intérêt à prendre plus de risques quand on prend des petits risques et qu'on en prend beaucoup, parce que c'est une logique de portefeuille de risque. On aurait en revanche intérêt à prendre moins de risques qu'on a tendance à en prendre sur les gros paris, parce que sur les gros paris, on a tendance à être surconfiant. Désolé que la réponse soit un peu longue, mais la question en fait est très compliquée. L'équilibre entre l'optimisme et le pessimisme est un vrai sujet. Alors, je pense que je vais rajouter encore une complexité à la chose. On n'a pas parlé du temps, de la notion de temps. Parce que est-ce qu'on est plus pessimiste, optimiste à court terme et à long terme? Et pareil, tout à l'heure, on parlait de mettre en place des mécaniques de décision. Là, on en parlait tout à l'heure avec Harmonie Mutuelle sur le fait qu'il faut prendre des décisions rapides. En fait, vous voyez, il y a une sorte de... Enfin, toutes les entreprises aujourd'hui, on a une sorte de stress, il faut prendre des décisions court terme, vous voyez, parce que l'incertitude qui règne est encore pire que d'ordinaire. Est-ce qu'il y a une notion du temps qui vient jouer, un facteur temps qui vient se pluguer dans tous ces biais? Est-ce qu'on est plus je crois que c'est Steve Jobs qui avait une citation on sous-estime ce qu'on peut faire on surestime ce qu'on peut faire à court terme et on sous-estime à long terme, donc qui est finalement est un peu l'opposé de ce que... Mais donc, ça marche, oui, ce que vous nous disiez juste avant. Il y a un facteur temps qui est important. En particulier, il y a un biais très important dans l'appréciation du temps et dans les arbitrages dans le temps. C'est qu'on donne beaucoup plus de poids au court terme qu'au long terme. Alors, dans une certaine mesure, c'est normal. Ça s'appelle un taux d'actualisation en économie. Donc, l'argent aujourd'hui vaut plus que l'argent demain, qui vaut plus que l'argent dans un an. En tout cas, en temps normal,
quand les taux d'intérêt sont négatifs, ça se complique. Mais passons sur cette petite complication qui, normalement, ne devrait pas durer éternellement. Donc, c'est assez normal que le court terme pèse plus lourd que le long terme, mais dans notre tête et dans nos raisonnements, il pèse encore beaucoup plus lourd qu'il ne devrait. Et c'est ça qui va conduire à ce qu'on appelle le court-termisme, c'est-à-dire à la tendance à faire des choix qui sont bons à court terme, même s'ils peuvent être néfastes à long terme, ou à ne pas faire des choix qui seraient bons à long terme parce qu'ils seraient coûteux à court terme. Donc ça, c'est un vrai biais que je range dans les biais d'intérêt parce que c'est notre intérêt personnel en général à court terme qu'on va considérer. Ah, j'ai des questions qui m'arrivent alors de temps en temps en privé, de temps en temps en public. On m'en pose une. Comment se crée un biais cognitif? Alors, longue explication, mais je vais essayer de faire court. Le modèle conceptuel de la manière dont se créent les biais cognitifs, c'est de dire qu'en fait, quand on réfléchit, quand on prend une décision, on a deux systèmes de pensée, un système rapide et un système lent, qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système rapide, pour faire simple, c'est celui qui nous souffle la première idée qui nous vient, et le système lent, c'est celui qui va ensuite réfléchir de manière rationnelle. Si par exemple, Catherine, je vous dis, une batte de baseball et une balle prises ensemble valent 1,05 $. La batte vaut 1 $ de plus que la balle. Combien vaut la balle? Votre réponse, c'est 5 cents. Oui, c'est la réponse qui vous vient à l'esprit. Non, parce que c'est les deux ensemble normalement, donc c'est un lot. Alors, et en fait, là, vous êtes en train d'activer votre système 2. Donc, votre système 1 vous crie 5 cents. Votre système 1 vous dit, la réponse qui me vient, c'est 5 cents. Ah non, c'est les Mais deux. si vous activez votre système 2, vous dites, attendez, si la balle vaut 5 cents et que la batte vaut 1 $ de plus que la balle, alors elle vaut 1,05 $. Et 1,05 $ plus 5, ça va faire 1,10 $, donc c'est pas bon. Donc il faut que je refasse le calcul différemment. Donc la différence entre le système rapide et le système lent, c'est que le système rapide vous souffle toujours une idée. Le système lent est capable, éventuellement, quand elle est fausse, de la corriger. Souvent, l'idée du système rapide est juste, et donc il n'y a pas besoin de la corriger. C'est pour ça que, je vous disais tout à l'heure, nos biais souvent nous soufflent la bonne réponse. Quand on a tendance à être d'accord avec les gens autour de nous, avec notre système 1, souvent c'est bon parce que la plupart des gens autour de nous souvent ont raison. En revanche, quand ils ont tort et qu'on se tait, c'est le groupthink. Et notre système 2 devrait nous dire réfléchis, fais-toi ton opinion indépendamment et pas en fonction d'eux. Et à ce moment-là, tu devrais l'actionner. Donc, comment se construit un biais? Un biais se construit quand notre système 1 nous souffle une idée, notre système 1 a une idée rapide qui n'est pas la bonne, ce qui n'est pas systématique, et quand notre système 2 ne fait pas l'effort de venir reprendre la main sur le système 1, ce qui n'est pas systématique non plus. Mais quand on est dans une situation où ces deux conditions sont réunies, on va, je simplifie un peu, mais c'est l'idée, on va avoir tendance à faire une erreur prévisible et donc à observer un biais. Alors, j'ai Mathieu qui essaie de résumer. L'antidote universel à tous les biais, c'est donc la possibilité d'être contredit. Si je résume, la contradiction intérieure, conscience des biais ne suffit pas. On ne peut pas être son propre gendarme intérieur, à moins que j'actionne mon système lent. Donc, ne pas trop écouter son intuition. C'est un très bon résumé. Il y a effectivement un premier résumé qui est ralentir. Ralentir est une bonne manière d'éviter ces biais quand on peut pas toujours, mais quand on peut ralentir et réfléchir calmement, actionner son système 2, on va faire moins d'erreurs. Quand vous demandez à un grand joueur d'échecs comment il joue, demandez par exemple à Magnus Carlsen, le champion du monde, il vous dira, en général, au bout de 10 secondes, je sais quel coup je vais jouer. Mais Magnus Carlsen, il ne joue pas en 10 secondes. En tout cas, quand il joue une partie de championnat, il joue en 2 heures comme tout le monde, ou en 4 heures comme tout le monde, parce qu'il dit ensuite, le reste du temps, je le passe à vérifier. Donc, il vous dit, mon système 1, parce qu'il est le champion du monde d'échecs et qu'il a un système 1 très très éduqué à jouer aux échecs. Si moi, mon système 1 joue aux échecs, il ne trouve rien, mais ni en 10 secondes, ni en 20, ni en 30. Mais lui, il a un système 1 qui est très très bon pour jouer aux échecs. Son système 1 lui souffle quelque chose. Ensuite, il fait l'effort de vérifier. Donc, ralentir, ne pas faire la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est une bonne manière de surmonter notre système 1. Ce qui revient à dire, comme dit Mathieu, ne pas faire confiance à son intuition. On nous dit souvent, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. C'est bien quand, comme dirait la palisse, c'est bien quand votre intuition est juste. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière de savoir si votre intuition est juste, c'est de ne pas s'y fier. C'est de vérifier ce qu'elle vous suggère. Donc, la seule manière de savoir si on peut se fier à son intuition, c'est de ne pas s'y fier, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui rend le conseil « fiez-vous à votre intuition » assez peu pertinent.
Alors, si ce que le conseil veut dire, c'est écoutez votre intuition parce qu'il est possible que ce qu'elle vous souffle soit juste, tenez-en compte et ensuite vérifiez-le, là, le conseil est très juste. Hein. Mais si le conseil, c'est suivez toujours la première impulsion et le premier réflexe est toujours le bon, malheureusement, ce n'est pas si simple. Ça serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Donc, c'est la première chose. Et comme disait très justement Mathieu, la deuxième chose, c'est bien sûr d'utiliser l'intelligence des autres, l'intelligence collective et le fait qu'on n'a pas tous les mêmes biais par rapport à une situation donnée et que si on a le collectif et la méthode, eh ben, on prendra une meilleure décision. Je vais revenir aussi sur cette tendance qu'on a en France à mettre en place du design thinking un peu partout. Finalement, c'est assez rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on n'en a pas parlé, je ne me rappelle pas avoir vu votre opinion dans les livres. Non, mais en fait, si j'ai écrit un livre qui parle beaucoup un manuel de design thinking, en fait, qui s'appelle Ok. Practice, qui est sorti en Ah anglais, oui, bah oui, c'est le troisième que je n'ai pas lu encore. qui sort en français dans quelques mois. La traduction française sort en janvier. Ok. Donc, je suis un grand fan du design thinking comme méthode de résolution de problèmes. Je pense que ça s'applique à beaucoup de problèmes qui demandent justement de la génération d'idées et de la créativité. C'est une très bonne manière de surmonter les biais de modèle mental, c'est-à-dire la tendance à être enfermé dans une grille conceptuelle, à ne penser que d'une seule manière, à ne voir les choses que sous un seul angle et à reproduire les modèles qu'on a toujours eus. Donc, c'est une bonne manière de faire de la vraie créativité, c'est-à-dire de voir les choses différemment et de les voir en particulier comme les voient vos clients, vos utilisateurs et les gens qui vont être confrontés aux résultats de vos réflexions. Donc, c'est un bon outil pour surmonter une partie des biais, bien sûr. Alors, j'ai Anne que je vois qui pose une question. Je vais essayer directement de lui donner la parole. Alison, tu peux essayer de lui donner la parole parce que Je c'est vois vrai la que c'est... question d'Anne. La question qui reste entière, Diane, c'est comment ralentir dans notre période d'urgence permanente? C'est une très bonne question. J'aimerais beaucoup avoir la solution. J'ai juste une observation là-dessus. Quand je parle des méthodes de décision dont je parle dans mes livres, par exemple de celle que je donnais tout à l'heure, où au lieu de faire un tour de table, on va chacun écrire ce qu'on pense. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais on ne peut pas faire ça parce qu'on est dans l'urgence. » Et alors là, expliquez-moi, mais vous faites quoi exactement comme métier? Vous êtes pompier? Vous êtes pilote d'avion? Vous travaillez aux urgences de l'hôpital? Parce que des réunions de management où on ne peut pas prendre 2 minutes pour prendre une meilleure décision, moi, j'en ai jamais vu. Quand les gens disent que c'est urgent, ça veut dire qu'il faut décider cette semaine. Quelquefois, ça veut dire qu'il faut décider ce mois-ci. Quelquefois, la vraie urgence de business, vraiment l'urgence opérationnelle, le feu dans l'usine, il faut décider dans les 10 minutes. Le feu dans l'usine, j'exagère, c'est différent, il faut l'avoir prévu avant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'il faut décider en 1 heure, mais des choses où on ne peut pas prendre 2 minutes pour réfléchir un peu mieux, franchement, c'est très très rare. Donc quand je dis ralentir, c'est pas partir en séminaire au vert pendant 1 semaine pour se demander comment on va gérer la crise du Covid. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est animer vos réunions d'une manière qui prend quelques minutes de plus pour donner un petit peu de place au débat et au doute. Ensuite, ce qui est très important, c'est que je vous décrivais le début de cette réunion, mais la fin est importante aussi. À un moment, on tranche. On a une méthode pour trancher. Il y a une citation d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui résume bien ça. C'est la discorde plus le deadline. La discorde plus le deadline. Il dit, si vous n'avez pas la discorde, vous êtes une tyrannie, et ça ne sert à rien que vous ayez une équipe autour de vous. Si vous n'avez pas le deadline, c'est là qu'il est un peu sévère avec mes collègues, vous êtes une université. Vous discutez avec des tas de gens intelligents et à la fin, vous ne décidez jamais rien. Alors, moi, je n'appellerais pas ça une université, parce qu'heureusement, il arrive qu'on décide des choses dans les milieux universitaires, mais vous voyez le danger qu'il faut éviter, c'est d'avoir la discorde sans deadline. Donc, dans une bonne réunion, vous avez un petit peu de temps, mais on parle de minutes, on ne parle pas de jours ou de semaines, un petit peu de temps consacré à améliorer la méthode de décision avec des petits outils simples qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus de débat, un petit peu plus de discorde, et vous allez derrière avoir une méthode pour trancher, aller de l'avant, et une fois qu'on va de l'avant, tout le monde va de l'avant dans la même direction. Anne, est-ce que ça a répondu à votre question? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oh, Tout va bien. ça a marché avec le deuxième lien.
Oui. Oui, alors ça répond à ma question et ça renvoyait en fait à une situation qui est peut-être particulière à celle d'Harmonie, mais on a beaucoup de chance puisqu'on a en fait chez Harmonie un système démocratique de gouvernance qui nous permet d'associer plus de 2000 élus qui représentent nos adhérents. Et donc, on s'inscrit dans le temps long, de fait, un peu par construction, parfois un peu ça nous contraint à ralentir, en fait. Voilà. Donc, on a bien conscience qu'on a cette chance-là. Et puis, parfois, sur le volet managérial, voilà, on a un tout petit peu plus de difficultés. Donc, on est plus contraint par notre environnement concurrentiel, par la nécessité de prendre la parole, etc. Donc, ça répond à la question. Après, même quand on a l'ADN d'une entreprise mutualiste qui s'octroie le temps long, la pression est très, très forte. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça montre bien que ça n'est pas un problème de gouvernance, de structure, d'intention du top management, c'est un problème de management opérationnel par chaque manager de la réunion dans laquelle vous êtes, de la décision que vous êtes en train de prendre, de l'équipe avec laquelle vous êtes en train de travailler. Vous pouvez être dans une structure où la gouvernance est parfaitement en phase avec le type de fonctionnement que je suis en train de décrire et ne pas l'utiliser, ou en tout cas ne pas l'utiliser systématiquement, comme vous le décrivez, Anne. Et inversement, vous pouvez être dans l'organisation la plus hiérarchique. Un exemple frappant, c'est les Marines aux États-Unis. Alors, on est quand même dans une organisation hiérarchique, hein. C'est pas démocratique. Les Marines, quand vous êtes dans un commando en train de débarquer sur une plage, vous faites ce que vous dit votre chef d'escadron. Mais quand vous êtes dans la salle de débriefing, on enlève les épaulettes. Physiquement, ils enlèvent leurs épaulettes pour signaler que là, on passe en mode débriefing où on veut que ça soit sans nom, sans grade. Et là, on veut avoir un vrai débat. Et donc, on est capable de moduler le style de management et le style de gestion d'une interaction, d'une réunion en l'occurrence, en fonction de son objectif, en fonction du contexte. Ce qui montre bien, si on veut le dire positivement, que chaque manager en position d'animer une réunion est en position de changer la manière dont on prend les décisions à son niveau, même si la culture ne s'y prête pas, et a fortiori si elle s'y prête. Ouais. J'ai une question alors qui rejoint peut-être celle de Mathieu qui dit se croire dans l'urgence en permanence est-elle bien un biais ou une croyance collective culturellement construite? Et j'ai envie de vous dire aussi, on est dans une société qui va de plus en plus vite, j'imagine. Est-ce que c'est une illusion de penser que la société va de plus en plus vite ou pas? Je sais, ça dépend quoi. Il y a des choses qui vont de plus en plus vite et d'autres qui vont de plus en plus lentement. Ce qui est très vrai, c'est que c'est comme dit Mathieu, une croyance socialement construite que le rôle du manager, le rôle du décideur est d'être un décideur rapide. Notre idéal du décideur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. En tout cas, notre stéréotype du décideur, pour le dire d'une manière négative comme je l'entends, c'est quelqu'un qui n'hésite pas. Nous ne valorisons pas le doute, l'hésitation, la concertation, l'écoute, autant que nous valorisons la décision. Notre stéréotype du leader, c'est le cow-boy sur son cheval, c'est John Wayne qui dit « c'est par là qu'on va aller », et tout le monde dit « ah ouais, c'est bon, je le suis, j'y crois, là, c'est bon, il sait ce qu'il fait ». Regardez pendant les premiers mois de la crise du Covid, comme on a reproché, combien on a reproché sévèrement à nos gouvernants de changer d'avis. On leur a dit, vous nous disiez que les masques, ça ne marchait pas, maintenant vous nous dites que ça marche. Vous nous disiez qu'il ne fallait pas faire ça, maintenant vous dites… Et les pauvres, j'ai de la peine pour eux, ils répondaient, oui, quand la réalité change, quand les faits changent, quand les informations changent, on est bien obligé de changer d'avis. Mais dans notre soif de certitude, dans notre appétit pour des leaders qui ne doutent pas, on attendait d'eux qui nous disent avec certitude où ils vont. Alors ils ont fini par arrêter de tomber dans le panneau. Maintenant, ils essayent de dire aussi clairement qu'ils peuvent quand ils ne savent pas. Ce qui au moins leur limite les reproches qu'on leur fait ensuite. Mais c'est quelque chose que beaucoup de managers, même en dehors du schéma politique, que beaucoup de managers dans les organisations font, ils pensent, parce que c'est l'image que leur renvoient leurs équipes, qu'on attend d'eux qu'ils ne montrent pas de doute, et donc ils se sentent obligés de fermer très vite les options, de donner très vite un cap, et ensuite, comme quelquefois la réalité change, ils hésitent à changer d'avis parce qu'on va leur reprocher d'avoir changé d'avis. Et voilà comment on fait des erreurs.
Ah, c'est passionnant, Olivier. Je sais qu'il faut qu'on vous libère aussi. Merci pour, pour toutes vos précisions. On remettra le livre d'Olivier Sibony. Alors évidemment, c'est un effet de miroir. C'est vous allez redécouvrir le management, 40 Non, clés non, scientifiques. on le voit dans le bon sens. Ah bah oui, je suis pas en selfie, forcément. Forcément. 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. Mille merci, Olivier. Merci à Euh, vous et merci à tous pour votre participation. à très bientôt. En attendant, donc maintenant, je fais les annonces des prochains événements. Du coup, on peut vous laisser vaquer Merci. à vos occupations. Prochain événement, pour tous ceux qui n'étaient pas là quand on s'est connecté au fil de l'eau, ce jeudi 24 et ensuite le 29, toujours avec le soutien d'Harmonie Mutuelle. Alors Anne, maintenant que vous pouvez parler, je pense que c'est bien de mettre en exergue pourquoi vous aviez choisi ce sujet et les 2-3 sujets qu'on a choisis ensemble, parce que c'est aussi grâce à vous que beaucoup de personnes ont pu se connecter aujourd'hui et que vous permettez d'offrir à d'autres ce genre de conférence qui, j'espère en tout cas, va nous faire tous avancer et grandir dans nos prises de décision. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être? Alors merci, et désolée, tout le monde a pu se connecter, sauf moi au départ, mais bon, j'ai rattrapé au fil de l'eau et j'ai entendu des choses passionnantes et ça me conforte en fait dans ce partenariat. Je n'avais pas beaucoup de doutes, mais ce n'est pas la première année qu'on est aux côtés de l'optimisme.pro. Je pense qu'on peut nous qualifier d'entreprise mutualiste optimiste. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est exactement ça, en tout cas qui se projette dans l'avenir, ça c'est certain, engagé. Et les sujets le télétravail la semaine prochaine en est un et les suivants, ça sera exactement du même ordre. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a à faire devant nous là tous ensemble, c'est s'engager pour inventer autre chose. Voilà. On voit bien que là, c'est un peu angoissant d'ailleurs, certains jours. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bien de partager entre nous, parce que du coup, on partage nos questions et c'est ça aussi qu'on souhaite favoriser à travers ces échanges. C'est l'entraide, c'est la coopération, c'est ce qu'on appelle parfois dans les entreprises, nous on a mis en place le co-développement. Nous, on croit beaucoup à ça. Moi, j'y crois beaucoup à titre personnel. C'est le partage d'expériences. C'est comme ça qu'on va construire l'avenir. Et voilà, c'est dans cette voie-là qu'Harmonie est engagée auprès de l'optimisme. Je suis ravie de la semaine prochaine. J'aimerais le dire parce que, pour le coup, on ne s'en rend pas forcément compte. Nous, ça fait plusieurs années aussi. Et cette notion du temps long, en fait, que vous avez évoqué, cette notion du temps, c'est quelque chose qui est aussi dans votre structure, en fait, chez Harmonie Mutuelle, de se dire, il y a le temps court, comme vous parliez, des enjeux qu'on va vivre au quotidien. Et cet enjeu sur le temps long, à quoi on va servir par rapport à la société avec un grand S en tant qu'entreprise. Et vous avez vous avez des valeurs, nous, on a beaucoup de plaisir, parce que c'est grâce à vous aussi. Et on le dit pas souvent. De fait, je trouve intéressant de l'évoquer. Et du coup, merci encore. Qu'est-ce qu'on me dit? Merci pour l'ouverture sur le webinaire. Alors oui, d'ordinaire, les gens sont plus bavards. Je pense que comme c'est un sujet où Olivier Sibony est très expert, moi, j'avais jamais reçu autant de messages en privé de questions à poser. J'espère que la prochaine fois, alors le télétravail, c'est peut-être plus facile aussi comme sujet parce qu'on l'a tous vécu, donc on a peut-être un peu plus des ressentis que là. Oui, il donnait beaucoup d'informations. Il y a Diana qui dit en management RSE, la prise en compte des parties prenantes permet de prendre des décisions en concertation, ce qui exclut de marcher seul. Merci pour cette invitation sur le sujet des biais cognitifs. Si vous avez des mots, si vous voulez nous dire quelque chose avant qu'on clôture, d'ordinaire, je dis à tout le monde, à 14h30, on a terminé en disant, on doit tous retourner à nos journées. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot? Anne, vous êtes là, alors c'est vous qui aurez le mot de la fin. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, pour parler du télétravail et continuer à inventer la suite et un avenir, un futur souhaitable. Super. Merci à tous ceux qui sont encore connectés. Alors, je vois que vous êtes partout. Merci à ceux qui nous suivaient sur YouTube. On a essayé de me rapatrier des questions. Je sais qu'on n'a pas pu tout poser à Olivier Sibony, mais on avait dit 1 heure. Alors, on essaie de
de se tenir au planning. Merci à toutes pour cet échange. Merci à Harmonie Mutuelle. Merci à toute l'équipe. Il faut savoir qu'entre-temps, j'ai quelqu'un de mon équipe qui m'a dit comment on reste optimiste avec tous ces dieux. Voilà, donc j'espère qu'on ne vous a pas plongé dans un pessimisme. Pour rester optimiste, je le redis vraiment, ce livre, et j'en lis beaucoup, des livres sur le sujet de la qualité de vie au travail globalement. Je le conseille, je le recommande, et il est hyper facile à lire. C'est 40 petits chapitres qui se picorent. Alors, je ne suis pas là pour faire la promo d'Olivier Sibony, mais quand il y a quelque chose qui nous enrichit à titre personnel et qui peut nous enrichir à titre collectif, ça me paraît important de le mentionner. Rendez-vous jeudi pour la session sur la fatigue oculaire, et le 29 avec Harmonie sur l'enjeu qui va être le télétravail, le management à distance dans la durée, etc., etc. Bel après-midi à tous.